Tout de suite, Hubo Sattla, une nouvelle de Clark Ashton Smith, écrite cette fois, on l'espère, sans erreur de date, en 1933. Braves gens, bonne écoute. Car Hubo Sattla est la source et la fin. Avant la venue de Zotakwa, ou de Yog-Sothoth, ou de Cthulhu des étoiles, Hubo Sattla demeurait dans les marécages écumants de la terre nouvelle-née. Une masse sans tête ni membre, engendrant les têtards gris et informes de l'origine et les hideux prototypes de la vie terrestre. Et toute vie de la terre, est-il dit, devra faire retour à travers le grand orbe du temps, à Hubo Sattla. Livre d'Eibon. Paul Trégardis découvrit le cristal laiteux au milieu d'un désordre de curiosités venues de bien des pays et de bien des âges. Il était entré dans la boutique de l'antiquaire sur une impulsion irraisonnée, sans avoir en tête d'autre but que de se distraire par désœuvrement, de regarder et de toucher une collection d'objets recueillis un peu partout. Comme il fouillait çà et là, son attention fut attirée par une faible lueur qui provenait de l'une des tables. Il dégagea alors la curieuse pierre en forme d'orbe du coin d'ombre où elle était perdue, serrée entre une vilaine petite idole aztèque, l'œuf fossile d'un dinornis, et un fétiche obscène du Niger, en bois noir. L'objet avait environ la taille d'une petite orange. Il était légèrement aplati aux extrémités, comme une planète aux deux pôles. Il intrigua Trégardis, car il différait d'un cristal ordinaire en ce sens qu'il était nuageux et changeant, et qu'une lueur intermittente apparaissait en son cœur, comme s'il avait été alternativement éclairé et obscurci de l'intérieur. Il l'étudia un moment, l'élevant devant la fenêtre qui laissait pénétrer une clarté hivernale, sans pouvoir percer le secret de cette alternance singulière et régulière. À sa perplexité vint soudain s'ajouter un sentiment de vague familiarité qu'il ne pouvait préciser. C'était comme s'il avait déjà vu l'objet auparavant, mais en des circonstances tout à fait oubliées à présent. Il fit appel au marchand de curiosités, un Israélite chétif à l'air antique et poussiéreux qui donnait l'impression d'être étranger à toute considération commerciale et de s'être pris dans les raies de quelques songes kabbalistiques. « Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de ceci ?» Le marchand haussa de manière indescriptible et simultanée les épaules et les sourcils. « C'est un objet très ancien, pélagique peut-être.
Je ne peux vous en dire davantage car on sait bien peu de choses là-dessus. Un géologue l'a découvert au Groenland, sous la glace, dans des strates du Miocène. Qui sait, il a peut-être appartenu à quelques sorciers de la Thulé des premiers âges. Le Groenland était une région chaude et fertile sous le soleil du Miocène. Il s'agit sans doute d'un cristal magique. Et celui qui le fixerait assez longtemps pourrait découvrir d'étranges visions en son cœur. Trégardis était stupéfait. La suggestion du marchand, qui aurait dû lui paraître fantastique, lui avait en effet remis en mémoire les explorations dans lesquelles il s'était lui-même lancé dans une branche obscure de la tradition. Il s'était remémoré, en particulier, l'existence du livre d'Eibon, le plus étrange et le plus rare de tous les ouvrages occultes oubliés, celui dont on prétend qu'il est parvenu jusqu'à nous à travers une suite de traductions très diverses d'un manuscrit original préhistorique, rédigé dans la langue perdue d'Hyperborée. Trégardis s'était procuré, avec bien des difficultés, la version médiévale française, exemplaire qui était passé entre les mains de bien des générations de sorciers et d'adeptes du satanisme. Mais il n'avait jamais pu découvrir le manuscrit grec qui avait inspiré cette version. L'original, lointain, fabuleux, avait été, supposait-on, l'œuvre d'un grand sorcier hyperboréen, d'où son nom. C'était un recueil de mythes sombres et néfastes, de liturgies, de rituels et d'incantations à la fois sinistres et ésotériques. Au cours de ses recherches, Trégardis avait collationné, dans son nom sans frisson, le livre français avec l'effrayant Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred. Il avait relevé entre eux, de même temps qu'un grand nombre de renseignements tabous. Excusez-moi, j'ai lu à côté. Je me suis laissé perturber par une notif. Bravo le veau. Il avait relevé entre eux de nombreuses correspondances, de la plus sombre et plus effroyable signification, en même temps qu'un grand nombre de renseignements tabous qui avaient été soit ignorés de l'arabe, soit négligés par lui ou par ses traducteurs. Était-ce là ce dont il avait tenté de retrouver le souvenir ? Se demandait Trégardis. Une allusion brève et rapide faite dans le livre d'Eibon à un cristal nuageux ayant appartenu au sorcier Zon Mesalamek de Mutulan. Cela aurait été, bien entendu, trop fantastique, trop hypothétique, trop incroyable. Mais Mutulan, cette région nordique de l'antique Hyperborée, était pourtant supposée avoir correspondu, en gros, avec le Groenland des temps modernes, réuni à l'origine comme une péninsule au continent. La pierre qui se trouvait dans sa main aurait-elle donc pu être, par quelque fabuleux hasard, le cristal de Zon Mesamalek? Trégardis sentit monter en lui un sourire ironique à la pensée qu'une idée aussi absurde eût pu lui venir à l'esprit. Des coïncidences comme celle-là ne se produisaient pas, du moins pas à Londres de nos jours. Et selon toute vraisemblance, le livre d'Eibon n'était sans doute que le produit d'une imagination superstitieuse. Il y avait néanmoins dans ce cristal quelque chose qui continuait tout à la fois à le tourmenter
et à le séduire. Il finit par l'acquérir à un prix très modéré. La somme en fut fixée par le marchand et réglée par l'acheteur sans le moindre marchandage. Le cristal dans sa poche, Trégardis se hâta de rentrer chez lui plutôt que de poursuivre une promenade sans but. Il installa le globe laiteux sur son bureau et celui-ci se mit en équilibre assez stable sur l'un de ses pôles aplatis. Puis, souriant toujours à la pensée de sa propre absurdité, il alla chercher le manuscrit en parchemin jauni du livre d'Eibon parmi une collection assez complète de littérature recherchée. Il ouvrit la couverture du cuir... Il ouvrit la couverture de cuir au fermoir d'acier terni, rongé par les vers, et se mit à le relire, traduisant au fur et à mesure du vieux français le paragraphe se rapportant à Zon, Mésamalek. Ce sorcier, qui était puissant entre les magiciens, avait trouvé une pierre nuageuse, de la forme d'un globe et quelque peu aplatie aux extrémités, dans laquelle il pouvait contempler bien des visions du passé terrestre, remontant même jusqu'au commencement de la Terre, au moment où Ubo Satla, la source engendrée, gisait, immense, énorme et spumescente, dans les boues qui s'évaporaient. Mais de ce qu'il voyait, Zon Mésamalek n'a rapporté que peu de choses. Et l'on prétend qu'il a disparu peu après. On ne sait de quelle manière. Et après lui, le cristal nuageux n'a pu être retrouvé. Et merci beaucoup pour ton follow, One Way Off, et bienvenue. Merci beaucoup. Paul Trégardis reposa le manuscrit. Il y avait encore cette chose qui le tourmentait et le séduisait tout à la fois. Comme un rêve perdu, ou un souvenir effacé par l'oubli. Poussé par un sentiment qu'il n'analysa ni ne critiqua, il s'assit à la table et entreprit de fixer intensément l'orbe froid et sourd. Il sentit monter en lui une espérance qui était une part si familière de sa conscience, une chose dont elle était si imprégnée qu'il ne tenta même pas de lui donner un nom. Il demeura là, minute après minute, et regarda la lumière mystérieuse tour à tour briller, puis s'évanouir du cœur du cristal. Par d'imperceptibles degrés, un sentiment de dualité comme on en éprouve en rêve s'empara de lui, tant pour ce qui concernait sa personne que le décor dans lequel il se trouvait. Il était encore Paul Trégardis, et pourtant, il était aussi quelqu'un d'autre. La pièce dans laquelle il se tenait se trouvait dans son appartement de Londres. Et c'était une chambre dans un lieu étranger, mais pourtant bien connu. Dans l'un et l'autre cadre, il scrutait fixement le même cristal. Au bout d'un certain temps, sans que Trégardis en fût surpris,
le processus de réidentification se paracheva. Il sut qu'il était Zon Mezamalek, sorcier de Mutulan, qui étudiait toute une tradition antérieure à sa propre époque. Possesseur de terribles secrets qu'ignorait Paul Trégardis, passionné d'anthropologie et de sciences occultes, dans un Londres futur, il cherchait à atteindre au moyen du cristal laiteux une connaissance plus ancienne et bien plus terrifiante. Il tenait la pierre par des moyens incertains, d'une origine plus que sinistre. Elle était unique et sans pareille dans n'importe quel pays, comme à n'importe quelle époque. Dans ses profondeurs, toutes les années écoulées, toutes les choses qui avaient jamais existé, étaient supposées être reflétées. Et elles allaient se révéler aux visionnaires patients. Grâce au cristal aussi, Zon Mezamalek avait rêvé qu'il ne pourrait retrouver la sagesse des dieux. Je reprends la phrase. Grâce au cristal aussi, Zon Mezamalek avait rêvé qu'il pourrait retrouver la sagesse des dieux qui avaient trouvé la mort avant que la terre ne fût née. Ils étaient partis pour le vide obscur, laissant leur tradition inscrite sur des tablettes de pierre ultrastellaires. Et ces tablettes étaient gardées dans la fange primitive par Ubo Satla, le démiurge informe et idiot. Il ne pouvait espérer retrouver et lire ces tablettes qu'au travers du cristal. C'était la première fois qu'il éprouvait les qualités réputées de ce globe. Ce qui l'entourait, une pierre décorée de panneaux d'ivoire, pleine de ses livres et de tous ses appareils de magie, s'effaçait lentement de sa conscience. Devant lui, sur une table faite d'un sombre bois hyperboréen, tout gravé de signes grotesques, le cristal parut prendre de l'ampleur et s'approfondir. Puis, dans ses profondeurs embrumées, il aperçut un tourbillon rapide, irrégulier, de scènes obscures, fuyant comme les bulles dans un bief. S'il abaissait son regard sur l'un de ces mondes, des cités, des forêts, des montagnes, des mers et des prairies défilaient sous ses yeux, s'éclairant et s'assombrissant au fur et à mesure du passage des jours et des nuits, dans un courant de temps bizarrement accéléré. Zon Mezamalek avait oublié Paul Trégardis. Il avait perdu le souvenir de sa propre entité, comme de tout ce qui l'avait entouré à Mutulan. Instant après instant, la vision fluide devenait toujours plus distincte et mieux définie à l'intérieur du cristal. Et l'orbe lui-même prenait de la profondeur, à tel point que l'observateur en avait la tête tournée, comme s'il avait jeté un coup d'œil dans quelque abîme jamais sondé, du haut d'une position mal assurée. Il savait que le temps se précipitait en arrière dans le cristal, et qu'il déroulait, pour lui, le défilé
de tous les jours passés. Mais une étrange inquiétude s'était emparée de lui, et il redoutait de poursuivre plus longtemps son observation. Tel celui qui a failli tomber dans le précipice, il se reprit dans un sursaut violent, se rejeta en arrière et s'écarta de l'orbe mystique. Une fois encore, sous ses yeux, l'énorme monde tourbillonnant dans lequel il avait plongé son regard ne fut plus qu'un petit cristal nuageux. Sur sa table gravée de runes, Amutulan. Puis, peu à peu, il lui sembla que la grande chambre aux panneaux sculptés d'ivoire de mammouth se rétrécissait et cédait la place à une autre pièce qui avait beaucoup moins d'éclat. Zon Mezamalek, perdant alors sa sagesse et ses pouvoirs surnaturels de sorcier, redevint, par une étrange régression, Paul Trégardis. Et pourtant, il semble bien qu'il ne lui ait pas été possible de revenir complètement. Trégardis, étourdi et surpris, se retrouva devant le bureau sur lequel il avait posé la sphère aplatie. Il avait les idées confuses d'un homme qui vient de rêver et qui ne se réveille qu'à peine. La pièce l'intriguait un peu, comme s'il avait eu quelque chose de faux dans ses proportions et dans son mobilier. Quant au souvenir qu'il avait d'avoir acheté le cristal à un marchand d'antiquités, il se mêlait de façon curieuse et contradictoire à l'impression qu'il avait de l'avoir acquis de manière bien différente. Il se rendit compte qu'il lui était arrivé quelque chose de très étrange à partir du moment où il avait plongé son regard dans le cristal. Mais il paraissait incapable de se rappeler ce qui s'était exactement passé. Il en était sorti dans un état de confusion mentale comparable à celle qui suit une débauche de hashish. Il s'affirma qu'il était bien Paul Trégardis, qu'il demeurait dans une rue donnée à Londres, qu'on était en 1933. On aurait dit pourtant que des vérités aussi évidentes avaient perdu tout sens et toute validité. Autour de lui, tout avait quelque chose d'indistinct et d'immatériel. Les murs même paraissaient trembler, comme s'ils n'avaient été que fumée. Les passants dans les rues étaient des fantômes de fantômes et lui-même n'était plus qu'une ombre perdue, l'écho errant d'une chose oubliée depuis bien longtemps. Il résolut de ne pas répéter l'expérience. Les effets en étaient trop déplaisants et trop équivoques. Mais, dès le lendemain, cédant, presque sans y penser, à une impulsion irraisonnée, il se retrouva assis, sans répugnance, devant l'orbe sourd.
Une fois de plus, il redevint le sorcier Zon Mezamalek de Mutulan. Une fois de plus, il rêva qu'il avait retrouvé la sagesse des dieux d'avant la formation du monde. Une fois de plus, il s'écarta du cristal qui s'était approfondi avec la terreur d'un homme qui redoute de tomber. Et une fois encore, mais de manière trouble, imparfaite et faible, tel un fantôme qui serait allé en s'évanouissant, il redevint Paul Trégardis. Trégardis répéta l'expérience 3 jours de suite, et chaque fois, sa propre personne et le monde autour de lui devinrent plus ténus et plus confus qu'auparavant. Ses sensations étaient celles d'un rêveur sur le point de se réveiller, et Londres elle-même était irréelle, comme ces terres qui échappent à la vue du rêveur et disparaissent sous une brume légère, dans une lumière voilée. Bien au-delà, il devinait les silhouettes estompées de grandes idoles sculptées, pressées les unes contre les autres, qui lui étaient à la fois étrangères et à demi familières. Tout se passait comme si la fantasmagorie du temps et de l'espace se dissolvait autour de lui, afin de révéler quelque réalité profonde ou quelque autre rêve de l'espace et du temps. Vint enfin le jour où il s'assit devant le cristal et ne redevint pas Paul Trégardis. Ce fut le jour où Zon Mezamalek, pris d'audace, passant outre à certains avertissements sinistres et funestes, résolut de surmonter son étrange crainte de tomber physiquement dans le monde visionnaire qu'il contemplait, crainte qu'il avait jusqu'alors empêché de suivre, aussi peu que ce fût, le courant inversé du temps. Il devait, se disait-il, surmonter sa peur s'il voulait jamais voir et lire les tablettes perdues des dieux. Il n'avait pu apercevoir que quelques fragments des années de Mutulan immédiatement antérieures au présent, les années de sa propre vie. Or, il y avait d'inestimables cycles entre ces années et le commencement. Une fois de plus, sous ses yeux, le cristal s'approfondit de manière incommensurable, puis scènes et événements défilèrent en un flot rétrograde. Une fois encore, les signes magiques de la sombre table s'effacèrent et les murs de la chambre, aux gravures diaboliques, s'évanouirent au point d'être moins que des songes. À nouveau, la tête lui tourna et il fut pris d'un terrible vertige comme il se penchait au-dessus des remous et des tourbillons des terribles gouffres du temps dans cette orbe semblable au monde. Un sentiment d'inquiétude l'envahit et, en dépit de sa résolution, il aurait voulu pouvoir reculer. Mais il s'était penché trop longtemps pour encore choisir. Il eut l'impression d'une chute abyssale
d'une aspiration par des vents inéluctables, de maelstrom qui l'entraînaient vers le fond, à travers de fragiles et fugitives visions de sa propre existence passée, vers des années et des dimensions prénatales. Il lui sembla qu'il endurait les souffrances d'une dissolution inverse. Puis, il ne fut plus Zon Mesalamec, le contemplateur sage et savant du cristal, car il faisait désormais partie de l'étrange courant renversé qui fuyait et se ruait pour retourner au commencement. Il lui sembla qu'il vivait des vies sans nombre, mourait des myriades de morts, oubliant chaque fois la mort et la vie qui venaient de se dérouler. Guerrier, il prenait part à des batailles à demi légendaires. Enfant, il jouait dans les ruines d'une Mutalan plus ancienne. Roi, il régnait au premier temps de la cité. Prophète, il avait prédit sa fondation et sa fin. Femme, il pleurait les morts du passé en des nécropoles depuis longtemps réduites en poussière. Sorcier d'un grand âge, il murmurait les rudes formules d'une sorcellerie primitive. Prêtre de quelques dieux préhumains, il maniait le couteau sacrificiel dans les temples caves aux colonnes de basalte. Vie après vie, ère après ère. Il remontait à l'origine des longs cycles hésitants qu'Hyperborée avait suivis pour s'élever de l'état de sauvagerie à celui de haute civilisation. Il devint l'un des barbares de quelques tribus troglodytes, fuyant devant la lente glace turiculée d'un âge glaciaire, pour gagner des pays illuminés par le rouge flamboiement de volcans sans cesse en activité. Puis, après d'incalculables années, il ne fut plus un homme, mais une bête préhumaine qui errait à travers des forêts de fougères et de calamités géantes, ou qui se bâtissait un nid grossier dans les branches des puissants cycas. Durant des éons de sensations antérieures, de désirs et d'appétits grossiers, de terreur ou de folie aborigène, quelqu'un, quelque chose, continua à remonter le temps. La mort devint naissance, et la naissance fut la mort. Dans une lente vision d'édification inversée, la terre parut fondre, gommer ses collines et ses montagnes de leurs strates les plus récentes. Le soleil devint toujours plus grand et toujours plus chaud au-dessus des marécages fumants qui grouillaient d'une vie plus grossière, d'une végétation plus excessive. Et la créature qui avait été Paul Trégardis, qui avait été Zon Mesamalec, ne fut plus qu'une part de cette monstrueuse dégénération. Elle plana à l'aide des membranes alaires qui reliaient les griffes d'un ptérodactyle. Elle nagea dans les mers tièdes avec l'énorme et sinueuse masse d'un ichthyosaure. Elle fut le Behemoth, hérissé d'écailles, inconnu de nous, dont la gorge lançait son hurlement sauvage vers une lune énorme, luisant au travers des brumes liasiques. Enfin, après des éons immémoriaux, vécus sous forme de bêtes brutes, elle devint l'un de ces hommes serpents, à jamais disparus, qui érigèrent des cités de Kness noires et menèrent leur guerre venimeuse sur le premier continent du monde. Elle progressa en ondulant le long de rues préhumaines, en d'étranges souterrains tortueux,
Elle contempla les premières étoiles du haut de grandes tours ambitieuses comme celle de Babel. Elle s'inclina en sifflant des litanies devant de grandes idoles serpents. Elle retourna aux ans et aux âges de l'ère ophidienne et ne fut plus qu'un être rampant dans la vase qui n'avait encore appris ni à penser, ni à rêver, ni à construire. Puis le temps vint où il n'y eut plus de continent, mais uniquement un immense et chaotique marécage, une mer de fange, sans limite ni horizon, toute bouillonnante de vapeurs sombres, qui se tordait, aveugle. Et là, au commencement gris de la terre, la masse informe qui était Ubosatla reposait parmi les boues et les vapeurs. Sans tête, sans organes ni membres, elle contractait ses flancs fangeux pour rejeter en une langue vague ininterrompue, les formes amibiennes qui étaient les archétypes de la vie terrestre. Il l'eût jugée horrible s'il avait existé un témoin capable d'appréhender l'horreur, et répugnante s'il y avait eu quoi que ce fût susceptible d'éprouver de la répugnance. Autour d'elle, à plat ou inclinée dans la vase, gisaient les puissantes tablettes de pierre extraites des étoiles, sur lesquelles avait été gravée l'inconcevable sagesse des dieux d'avant la création du monde. Et c'est vers cela, vers ce but d'une quête oubliée, que tendit la créature qui avait été, ou qui allait être un jour, Paul Trégardis, Ezon Mésamalek. Changée en triton informe des premiers temps, elle rampa, oublieuse et lente, sur les tablettes éparses des dieux, et lutta et chercha aveuglément sa proie, en compagnie des autres larves d'Ubosatla. D'Ezon Mésamalek et de sa disparition, il n'est fait mention nulle part, si ce n'est dans le bref passage du livre d'Eibon. Quant à Paul Trégardis, disparu lui aussi, seul un court entrefilet paru dans quelques journaux londoniens y fit allusion. Nul ne paraissait savoir la moindre chose à son propos. Il est parti, et c'est comme s'il n'avait jamais existé. On peut supposer enfin que le cristal s'est évanoui de la même façon. Tout au moins, nul ne l'a retrouvé. Et voilà
qui marque la fin de cette seconde histoire et de ce premier live horrifique histoire de l'année. Braves gens.